Voilà, c'est bon. Bien voilà, à propos de la défense de soi, je tiens à remercier d'abord le public de s'être déplacé pour d'être resté pour écouter une conférence qui, de prime abord, peut nous paraître assez aride. Comme ça, de base, le droit romain paraît assez barbare, paradoxalement. Mais pourtant, vous allez découvrir des choses, je pense, pour vous intéressantes. Et, comme le dit l'auteur du traité que je vais commenter, le droit par lui-même est une matière délectable. Alors, j'ai trois objectifs principaux pour cette conférence. Premièrement, donner un aperçu du fonctionnement du droit romain à l'époque moderne, et notamment au début du XVIIe siècle. Deuxièmement, définir clairement le périmètre de la légitime défense selon le droit romain, toujours selon le droit romain, en application au XVIIe siècle, sur quel concept il s'appuie, parler de quelques adages qui ont cours. Et troisièmement, pour les escrimeurs d'entre vous, et pour les autres aussi par curiosité, vous parler des conseils que donnent directement les auteurs de traités d'arts martiaux de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle en cas d'agression criminelle. Ouais. Et le tout va s'appuyer sur l'étude que je mène actuellement sur un traité, donc je vous en ai parlé, un traité d'escrime qui a été publié pour la première fois en 1617. Mais je vous en parlerai plus davantage de la première partie. En guise de prolégomène, on va d'abord redéfinir le paysage juridique de l'Ancien Monde. Un pays égale une loi unique qui s'applique de manière égale à tous les citoyens, c'est une conception extrêmement récente et elle date de 1804 par la promulgation du Code civil et des travaux du jurisconsulte Portalis. Mais avant 1804, le paysage juridique ressemble en fait à une myriade de droits différents qui s'appliquent différemment selon le lieu, votre fonction, la matière traitée, la naissance, la fonction sociale, etc. Il existait à cette époque-là, durant le Moyen-Âge et l'époque moderne, trois grands types de droits. Premièrement, le droit canon. Le droit canon qui traite les matières spirituelles, notamment, avec par exemple des dispositions sur les degrés de consanguinité pour le mariage, des dispositions sur les baptêmes, et aussi des lois spécifiques pour les clercs. Deuxième droit important, le droit romain, directement hérité de l'Antiquité, du VIe siècle, qui a été synthétisé dans les universités médiévales à partir du Moyen-Âge central. Et enfin, le droit coutumier qui est un héritage des pratiques germaniques. Les lois chez les peuples germains sont orales. Bien sûr, les coutumes ont été mises après à l'écrit en latin, mais fondamentalement, ce sont des lois orales qui diffèrent en fait selon la région. On peut avoir une coutume dans le Poitou, une coutume de Paris, une coutume à Rouen pour la Normandie. Là, je vous ai mis une carte donc de la division des différents droits en France, avec grosso modo, pour la moitié sud, le droit écrit, la cour, le droit romain, et la moitié nord, on a le droit coutumier. Il y a bien sûr des enclaves de droit coutumier dans le sud et des enclaves de droit écrit dans le nord. Là, comme par exemple, on a juste au nord de la Franche-Comté, dans le pays de Montbéliard, qui sera rattaché à la France après la Révolution, c'est le droit romain qui est cour, notamment par l'influence de la cour impériale. Le socle textuel de ces droits est composé de deux grands corpus. Pour le droit romain, il est représenté par le corpus juris civilis, corpus du droit civil, et pour le droit canon, il est représenté par le corpus juris canonici, le corpus du droit canon. Et chacun de ces corpus est un regroupement de textes divers, augmentés de siècle en siècle à l'image des institutions de l'Ancien Régime. On va commencer par le droit romain. Il s'agit de la somme, en fait, le corpus juris civilis, c'est la somme des droits de référence pour le droit romain. Elle a été compilée sur décision de l'empereur Justinien au VIe siècle et elle est composée de 4 grands livres. En premier, le Code de Justinien, publié, édité en 529. Le Digeste, aussi appelé Andecte en 533. Les institutions justiniennes en 533 aussi. Et enfin, les Nouvelles en 565. Quant au droit canon, il s'agit d'un ensemble beaucoup plus complexe de lois et de textes dont l'élaboration a commencé au XIIe siècle par le décret de Gratien. Et ça s'est enrichi tout au long du Moyen-Âge central et du bas Moyen-Âge avant une promulgation officielle et définitive en 1580. Il est composé de 6 livres principaux, le décret de Gratien, les décrétales, le Liber Sextus, les Clémentines, les extravagantes et les extravagantes communes.
Cette myriade de droits différents en France et de manière générale dans l'Europe au Moyen-Âge et à l'époque moderne implique des formations de juristes différentes et des tribunaux différents selon la matière qui est traitée. Il existe également plusieurs strates de juridiction seigneuriale, épiscopale, royale. Parfois les droits se chevauchent, parfois les juridictions se chevauchent, créant des conflits pour savoir qui jugera quoi. En sachant également que certains droits sont plus favorables, sont plus cléments pour certaines matières. Pour rester dans le sujet, je vais prendre un exemple que j'ai traité avec mon maître d'armes. On est en 1331. Un certain Poncelet de Miremont blesse accidentellement son maître d'armes, un Anglais du nom de Jacques Marre, lors d'un exercice. Sur le coup, Jacques Marre survit, mais comme il néglige le conseil des chirurgiens, la plaie se rouvre, hémorragie fatale. Le Poncelet de Miremont, il est emprisonné. Et on connaît cette histoire puisque c'est, étant donné qu'il est question d'un homicide, c'est la juridiction royale qui doit traiter cette affaire. Or, Poncelet de Miremont est un serviteur d'un des chanoines du chapitre de Laon. Et donc il y a un conflit qui s'engage entre le chapitre et le roi pour savoir qui va juger Poncelet de Miremont. Donc là, pour cette conférence, on va surtout s'intéresser au droit romain. On va parler brièvement du droit canon, mais c'est principalement le droit romain qui va nous intéresser. Concernant le plan de l'exposé, je vais d'abord parler du Discursus Defensivus Factitius, qui est la source que j'étudie en ce moment. Au deuxième temps, on va définir en fait ce que nous appelons la légitime défense du point de vue du code pénal, et ce que les anciens appelaient la défense de soi au XVIIe siècle. Troisièmement, on va voir les limites de la défense de soi selon le droit romain, comment est-ce qu'elle s'applique, comment est-ce qu'on pouvait invoquer la défense de soi lors d'une agression. Et enfin, on va voir quelles sont les conséquences de ces préceptes juridiques sur la manière de se battre. Premièrement, le Discursus Defensivus Factitius, le discours défensif imitatif du droit. Pour situer l'œuvre et le contexte de rédaction, ce discours fait partie des œuvres originales, des œuvres originales dans le paysage des traités de combat. Les traités de combat, des Fechbourg, on en a depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours. Mais celui-ci fait partie des exceptions. Concernant l'historique, mon maître d'armes, Olivier Dupuis, m'avait montré en 2019, il m'a montré un livre. Il me demande, je comprends pas très bien le latin, François, de quoi est-ce que ça parle? C'est vraiment intéressant, il y a des termes techniques qui se rapportent à l'escrime. Donc je commence déjà ne serait-ce qu'à lire le titre, discours défensif imitatif du droit, dans lequel est transmis succinctement comment dans le droit et dans les faits se défendre, tandis que la nécessité se fait pressante, c'est-à-dire la manière et l'utilisation des feintes, des cavations, des postures, des mesures, des temps, des mouvements, des positions des pieds, des soumissions, etc., avec plusieurs techniques athlétiques, manière et utilisation très utiles aux combattants, subtilement et fondamentalement expliquées, de taille comme des stocks, dernière édition à destination des étudiants, l'an 1617. Titre à rallonge, c'est très classique pour les bouquins du 16e, 17e, 18e, tout à fait non. Donc avec un titre pareil, comment ne pas être interloqué et surtout très intéressé, puisqu'on a en fait une sorte d'hybride entre un traité juridique et un manuel d'esprit. Et c'est absolument unique pour le moment. Jusqu'en 2019, ce traité était tout à fait ignoré. Donc je découvre un imprimé, in quarto, 180 pages, tout en latin, avec quelques parties en allemand pour les descriptions plus techniques, et deux éditions. 1617, sans nom de lieu, et la deuxième édition en 1624. Le bouquin est imprimé à Jena. Jena, c'est en Allemagne. Deux éditions, ce qui implique que le livre a beaucoup intéressé. Pour un traité d'esprit, qui n'est pas destiné à non plus un grand public. Et qui l'a écrit, ce livre? Un certain Rosella Glitzo-Favorin. Un nom assez étrange. Rosella, pour commencer, une terminaison A, désignant sans A, ce qui est plutôt rare en latin pour des noms masculins, mais ça arrive. Ça arrive. Et Glitzo-Favorin, un nom assez étrange, parce que, à part sur ce traité de combat, le nom n'apparaît nulle part. Et il n'a rien laissé d'autre que son traité. J'ai pourtant compulsé les matricules et les registres des universités du coin, Jena, Wittenberg, et il n'apparaît nulle part. Donc j'ai pas plus d'informations, si ce n'est qu'il serait originaire soit de Naples,
Neapolitanus, soit d'un Neustadt en Allemagne. Là, ça devient compliqué, parce que Neustadt, on peut le latiniser Neustatois, on peut le latiniser Neapolitanus. Bon. Comme je l'ai dit, ce qui me fait dire que le Discursus Defensivus est original, c'est qu'il s'agit d'un hybride entre un traité de combat, un traité de combat et une dissertation juridique à visée de pratique, la défense de soi. Cette défense de soi, elle est justifiée dans le contexte universitaire du début du XVIIe siècle, qui est un contexte assez violent. La jeunesse qui fréquente les académies et les universités est une jeunesse turbulente, assez violente. Et la plupart des étudiants sont issus de la noblesse, principalement de la noblesse de Rhodes et de la haute bourgeoisie, et par le statut, ils sont armés et apprêts à se battre. D'ailleurs, les cours d'escrime font partie du cursus des étudiants de cette époque. On a un exemple notable à l'université de Wittenberg, pas loin de Jena, où il y a un poste pour un maître d'escrime. Puis on peut prendre un autre exemple en France, avec une académie d'équitation à Angers, et active au début du XVIIe siècle, et un maître d'escrime de cette époque, Pierre Paulin, nous a laissé son album Amicorum, que je vous ai mis ici. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire l'épître au lecteur de cette œuvre. Comme, très cher seigneur étudiant, les erreurs survenues au cours d'un combat n'admettent aucune correction, mais que le châtiment suit aussitôt l'erreur, ainsi que périssent à l'instant même ceux qui ont combattu indolemment et maladroitement, ou bien ceux qui, mis en fuite, ne peuvent disputer la victoire à leur vainqueur, nous ne commettons pas d'imprudence et nous exercer assidûment aux armes. Mais, cependant, puisque ces entraînements portent trop souvent un fruit et un succès moindre, dont l'ignorance ou l'inconstance de nos maîtres en sont les causes, j'ai voulu remédier à ce mal de quelque façon, te transmettant certains préceptes athlétiques, desquels tu te procureras facilement dans l'affrontement ou le combat, le courage et la victoire. La victoire, parce que dans tout combat, ce n'est pas tant le courage ignorant que l'art et l'exercice qui ont l'habitude de remporter la victoire, le courage, puisque personne ne craint de faire ce qu'il a la faire de conviction d'avoir bien étudié. Je te prie de trouver pleine satisfaction de ces préceptes et de me tenir en estime avec tes études. Abordons maintenant la définition des termes et les fondements de la légitime défense. La légitime défense aujourd'hui d'après le code pénal, ce que nous savons du code pénal. Aujourd'hui, d'après le service public, la légitime défense permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par une personne. Les moyens utilisés lors de cette défense sont interdits dans une autre situation. C'est la justice qui vérifie si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense. Et donc, pour que la légitime défense aujourd'hui soit acceptée devant un tribunal, il faut 5 conditions. La première, l'attaque doit être injustifiée. L'attaque vis-à-vis de l'agressé doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. Deuxièmement, la défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne. Troisièmement, la défense doit être immédiate. Quatrièmement, la défense doit être nécessaire à sa protection, c'est-à-dire que c'est la seule option pour sauver sa vie et son intégrité physique. Et cinquièmement, la défense doit être proportionnelle, c'est-à-dire que la riposte doit être non pas égale à l'attaque, mais proportionnée à la gravité de l'attaque. Il existe aussi une condition supplémentaire pour la défense d'un bien permise par le code pénal. Cette défense ne doit pas avoir pour conséquence un homicide volontaire, tout simplement. Que disent exactement les textes de loi? Alors, article 122, alinéa 5 à 7, qui nous concerne, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Toujours la question de proportionnalité. Deuxièmement, n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. En résumé, après avoir agi en état de légitime défense, celui qui a accompli l'acte, pour être en légitime défense, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui a accompli l'acte pour repousser de nuit, nuitamment, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Deuxièmement,
pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence, c'est le terme qui est important dans cette alinéa-là, et n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel imminent, qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Dernièrement, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, par une erreur sur le droit. C'est une des rares exceptions à l'adage nul n'est censé ignorer la loi. Donc n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. Les termes clés, c'est responsabilité pénale, immédiateté, limitation stricte à l'extinction d'un péril imminent et la proportionnalité. Il faut faire la différence entre un homme qui vient pour vous éviscérer avec un couteau et une petite raquette qui vient simplement vous mettre une droite. La réaction devrait être mesurée. On va passer cette diapo. Maintenant, la défense de soi selon le droit romain. La défense peut être décrite comme une action modérée visant à repousser une violence permise par tout droit pour le salut de sa personne. Ça, c'est la définition que donne dans Rossel la Gilso Favoline dans son Discursus. On va commenter cette définition. Ce qu'il nomme violence, c'est une force cruelle employée contre le droit et les bonnes mœurs. Contre le droit et les bonnes mœurs. Violence de laquelle peut naître soit le péril de mort le plus imminent, soit une crainte très juste de se retrouver en situation critique. Dans cette définition de la violence et même de la défense de soi, en fait, Augusto Favorini reprend la plupart des termes employés dans les articles du droit romain qui touchent à la légitime défense. Ces articles, alors déjà dans le geste, titre de la justice et du droit, loi numéro 3. On rapporte au Ius Gentium, le droit des gens, le droit de repousser la violence et les injures, car ce droit autorise tout ce qui est fait pour la défense de son corps. Et la nature ayant mis entre tous les hommes une certaine alliance, c'est un crime que d'attenter à la vie d'un autre homme. Deuxième loi du digeste, sur la loi Aquilia, numéro 4. Si je tue votre esclave, qui est un voleur, dans le temps où il m'attaque, vous n'avez pas d'action contre moi, car la raison naturelle me permet de se défendre contre ceux qui nous attaquent. La raison naturelle. Item, loi 45, paragraphe 4. Ceux qui ont causé du dommage à quelqu'un dans la nécessité où ils se sont trouvés de se défendre et dans l'impossibilité où ils étaient de le faire autrement ne sont point coupables. Car toutes les lois permettent de repousser la violence par la violence. Il n'est permis de frapper que celui qui attaque, et même on ne doit le faire que pour se défendre et non pour se venger. Loi suivante, titre de la violence et de la violence armée. Paragraphe 27. Cassius écrit qu'on peut repousser la violence par la violence. C'est un des effets du droit naturel. Il s'ensuit qu'on peut se défendre avec les armes contre un homme armé. On définira après ce que c'est le droit naturel ou le droit des lois. Vous inquiétez pas. Item, loi 3, paragraphe 5. La violence est censée faite à main armée quand ceux qui sont venus portent des armes, quoiqu'ils ne s'en soient pas servis, pourvu qu'ils aient dépossédé le possesseur, pourvu qu'ils aient volé le possesseur. La terreur suscitée par les armes suffit pour qu'ils soient censés avoir volé à main armée. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils portent des armes et qu'ils se montrent menaçants pour pouvoir invoquer la légitime défense et riposter immédiatement. On ne doit pas attendre le premier. Code Justinien, titre sur la loi Cornelia à propos des meurtriers, loi numéro 2. Celui qui aura tué son agresseur ou quiconque, alors qu'il était en danger de mort, ne doit craindre aucune calomnie pour ce fait. Item, loi 3. Si, ainsi que tu l'allègues, tu as oxy un brigand, il ne fait aucun doute qu'il a été tué à bon droit, puisqu'il a agi avec la volonté de commettre un meurtre. Avec cette dernière loi, il y a une pétition de principe. Un brigand, lorsqu'il vole à main armée, vient nécessairement pour tuer, ce qui permet d'invoquer la légitime défense. Rossel la Gilso Favoline parle abondamment de defensio sui, la défense de soi-même, la défense de sa personne. Mais il importe de savoir que la défense de soi est aussi appelée défense extrajudiciaire dans le droit romain. Un adage du droit romain veut qu'il ne faut assurément pas concéder à quelques-uns ce qui peut être fait publiquement par un magistrat. Un deuxième veut qu'il vaut mieux venir au devant du problème et y remédier plutôt que de réclamer réparation après avoir reçu un dommage.
Et à partir de ces deux adages, Glitzo Favoris déduit que le premier coup ne devra pas être attendu pour pouvoir exercer la légitime défense de soi-même. Glitzo Favoris continue ensuite en donnant sa définition, dans sa définition de la défense de soi, la notion de modération. Modération. Modéramen, en fait, c'est l'action modérée, qui rejoint en partie la notion de proportionnalité qu'on avait vue dans le code pénal juste au début. La défense de soi-même dans le droit romain se limite uniquement au péril imminent, celui que quelqu'un n'a pas pu éviter autrement qu'en blessant ou en mutilant son adversaire. Sinon, à partir du moment où il n'y a plus besoin d'écarter immédiatement le péril, on peut résoudre le problème devant les magistrats. Et si ce n'est pas fait devant les magistrats, ce sera considéré comme une vengeance et une attaque. Alors, je vous redonne la définition de la défense de soi-même. La défense peut être décrite comme une action modérée visant à repousser une violence permise par tout droit pour le salut de sa personne, pour le salut de sa personne, pour le salut de sa personne. Parmi les piliers qui fondaient autrefois dans le droit romain la légitime défense, il y avait la sacralité de la vie. La vie d'autrui était considérée comme sacrée en vertu d'un lien de parenté qui exprime directement la loi. Comme la nature a institué entre nous un lien de parenté, il est cruel que l'homme anéantisse l'homme, dit la loi 3 du titre des Justitia et Theorie. Cependant, lorsqu'on met celle-ci au second plan, quand une autre personne nous attaque et désire notre mort, le droit romain considère une abolition du droit de ce droit de parenté. Quand une personne cherche à nous tuer, on n'est plus lié à celle-ci par le lien de la parenté, et sa vie n'est plus aussi sacrée qu'elle l'était avant. Deuxième argument pour la défense de soi-même, l'amour et la bonne estime de soi. Cet amour propre persuade de nous défendre et nous repoussons justement la violence injuste à notre égard. Et ceux qui se laissent faire face à une agression injustifiée sont même tenus pour homicide. Sont tenus pour homicide, c'est du suicide. Et dignes d'aucun pardon. Là, c'est les conséquences des principes chrétiens. Ensuite, la légitime défense est dite permise par tout droit. Ce n'est pas récent. Le bon sens avait autrefois un nom, ça s'appelle le droit naturel. Le droit naturel, il est dit naturel parce que c'est le droit qui est appliqué à la fois par les hommes et les animaux. C'est un instinct de survie. Ils ont inscrit la légitime défense dans le droit naturel. Permise par le droit naturel, permise également par le droit des gens. Le droit des gens, le jus gentium correspond à la loi qui sont appliquées quasiment universellement par tous les peuples, par tous les hommes. Texte de loi qu'on a vu plus haut, la conception de la défense permise entre les hommes. Troisièmement, la légitime défense est permise par le droit civil, le droit romain, c'est-à-dire le droit romain, qui permet de se défendre soi-même sous condition d'apporter la preuve devant un tribunal. Et enfin, et aussi par le droit canon. Le droit canon permet la défense de sa propre personne. Et enfin, le droit divin. Genèse chapitre 14, c'est le chapitre où Abraham va sauver Lot, son parent, lors de la bataille des 5 rois. Et même encore dans l'Exode, dans le Décalogue, on trouve le commandement « tu ne tueras point », et « tu ne tueras point », ça commence par soi-même. Je vous cite un passage assez intéressant de l'auteur. « Et la raison pour les doctes, et la nécessité pour les barbares, et la coutume pour les peuples, et la nature même pour les bêtes sauvages, prescrivent qu'ils éloignent toute violence loin de leur corps, de leur tête et de leur vie, autant qu'ils le peuvent. Vous ne pouvez pas juger que ce méfait est improbe, dit Cicéron dans le Bromilone. Il fut attribué par la nature à toute espèce d'êtres vivants de se protéger eux, leur vie et leur corps. Ainsi sévère que chante Properce dans le livre 2 des élégies à Cynthia, non seulement le taureau frappe l'ennemi de ses cornes courbes, mais encore le bélier blessé résiste farouchement à l'adversaire menaçant. Et là, on va rentrer dans le dur, parce que le droit romain observait autrefois une logique, plutôt une dialectique, qui est très similaire à celle de la philosophie. Les raisonnements fondamentaux dans le droit romain étaient assez conceptuels. Issus d'un ordonnement qui est déductif et parfois syllogistique. Et ça peut paraître compliqué, mais avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple. En fait, c'est juste très mécanique. On va partir avec l'exemple du camp. Quand la défense de soi-même est-elle permise
La défense de soi, la forme de la défense de soi réside dans la mesure, le moderamen, c'est une limitation. Sinon, c'est une attaque, on l'avait vu tout à l'heure, c'est une vengeance. Il faut donc que la défense soit instituée pendant l'offense ou incontinent après l'attaque. Et la violence en face doit être exercée contre le droit et les bonnes mœurs. Aussitôt que la violence cesse, la défense n'a plus lieu d'être, selon le principe cessat effectus, cessante causat cessat effectus. Lorsque la cause cesse, l'effet cesse immédiatement. Après un intervalle de temps, ce n'est plus donc de la légitime défense, de la défense de soi, mais c'est une vengeance. C'est une attaque qui est absolument prohibée par tous les droits. Aussitôt que cesse la violence, on ajoute également ne pouvant se défendre autrement, à savoir ne pouvant se défendre autrement. Dans la notion de moderamen invoquée par le droit romain est incluse l'inéluctabilité de la violence. Ça suppose qu'on n'ait pas pu s'enfuir sans risquer sa propre vie. La fuite est une des limites au droit de se défendre. Si on a pu s'enfuir, tant mieux. Si on n'a pas pu s'enfuir, défendez-vous. Cette notion d'immédiateté et d'imminence du péril se postule donc qu'il n'a pas besoin d'être à armes égales, contrairement à ce que certains peuvent déduire de la notion de proportionnalité. C'est tout simplement impossible d'observer une quelconque parité des armes lors d'une attaque. Ce n'est pas prévu. L'urgence, pour sa propre vie, impose de prendre la première arme qui vient. À moins de combien d'un duel, en fait, les armes sont dans 99% des cas tout à fait inégales, ne serait-ce aussi que la force physique des deux combattants. De quelle manière est-il permis de se défendre? De même que pour nous aujourd'hui, la défense, pour être admise, devait suivre dans la mesure d'une certaine proportionnalité entre l'offense et la riposte. De crainte que cet acte de répulsion de la violence ne soit une injure encore plus cruelle, dit l'auteur. Que se passera-t-il en effet si un homme désarmé, supérieur par la robustesse de son corps, attaque un vieillard qui sera aisément surpassé au combat? Dans ce cas, puisqu'il ne peut autrement se défendre au combat, le vieillard se saisit à bon droit d'armes. Ainsi, je repousse à bon droit de mon arme à feu ou de mon épée un pillard qui m'attaque avec ses mains ou des pierres. Puisque, si je veux entrer en lutte avec lui, étant plus robuste que moi, il peut me vaincre facilement en me saisissant, puis me tuer ensuite avec un couteau, ses pieds ou des pierres, je m'exposerai tout à fait à un danger. De sorte que, pour mon salut, j'emploie à bon droit des armes supérieures. Parce qu'en effet, à l'époque, du début du XVIIe siècle, il y a des auteurs qui défendaient la thèse de la parité des armes, comme certains juristes aujourd'hui, comme certaines personnes qui connaissent mal le droit aujourd'hui. Mais Glitzo Favorin continue avec la pique suivante. Comme les lois se taisent entre les armes et que la nécessité ne les requiert pas, ces textes sont ridicules. Et il semble absolument irrationnel que, alors que je peux me défendre au moyen d'armes supérieures et plus sûres, les ayant jetées, je m'en saisisse de moins bonnes. Et l'agresseur ne peut se plaindre de la disproportion entre les armes s'il attaque quelqu'un de mieux armé que lui, qu'on lui impute la méchanceté et la folie s'il est blessé à armes inégales. L'objectif principal de la défense de soi est la survie, qu'importe les moyens. L'acception de la proportionnalité aussi bien il y a 4 siècles qu'aujourd'hui repose donc sur la tempérance. On ne repousse pas un achetot léger avec le meurtre de l'assaillant. Mais, précise l'auteur, et c'est là la principale différence entre aujourd'hui et hier, si l'offensé excédait la mesure et venait à blesser ou tuer mortellement, blesser ou tuer son assaillant, il était d'ordinaire pardonné par les magistrats. Tout le contraire de ce que nous avons aujourd'hui. Glitzo Favorin explique que les magistrats au XVIIe siècle avaient bien conscience qu'il était assez difficile d'apaiser une juste douleur dans l'immédiat, de réfléchir. Pour quelle cause la défense est-elle licite? Pour quelle cause? Là, nous sommes toujours dans l'énumération des limites fixées par la défense de soi dans le droit romain, par la notion de mesure. Donc, la base, la violence, c'est la juste cause de la défense. Si on ne peut la repousser autrement que par la mutilation de l'adversaire. Sinon, c'est considéré comme une vengeance. Comme on l'a dit plus haut, le premier coup n'a pas besoin d'être attendu pour pouvoir riposter. Terror armorum sufficit. La terreur suscitée par les armes suffit. Une arme portée, déguidée ou non, même une situation ambiguë peut permettre à un citoyen il y a 4 siècles de se défendre.
puisque le droit romain, encore une fois, porte cet adage suivant, il vaut mieux prévenir que guérir. À l'époque où Rossella-Glizzo Favorini a rédigé son traité, si des personnes en face se montraient clairement menaçantes, il était permis de procéder automatiquement à la défense de soi. Un homme qui dégaine et se met en garde vaut agression. L'argument que pose Rossella-Glizzo Favorini, c'est qu'entre l'acte de dégainer et l'acte de frapper, il y a une très grande similitude au niveau de la violence qui est exprimée. Mais le fondement de la réflexion, c'est la violence qui est exprimée, donc que ce soit avec une frappe ou une simple posture qui indique qu'on va procéder à la frappe. On va voir si vous avez compris certaines bases de la défense de soi. D'après vous, est-il permis de défendre son honneur et sa réputation par la défense de soi? Non. Vous avez juste. Il y a des auteurs qui à l'époque tenaient que c'était possible, car la réputation aurait eu plus d'importance que la vue et les biens. Donc il était permis de tuer une personne qui vous avait invectivé. Mais, rappelle l'auteur, il est possible de faire appel à un magistrat pour régler ce différend. Par conséquent, la défense de soi n'était pas admise lorsque quelqu'un attaquait une personne pour une invective ou une insulte. D'ailleurs, ça respecte également le principe de proportion. Comme on ne ressuscite pas les morts, ça devient compliqué, mais la réputation, elle peut être retrouvée assez facilement par un jugement du magistrat. Il y a toutefois une exception qui est admise par l'auteur pour la conservation de son honneur, c'est le viol. La défense est absolument admise quand il y va de notre pudeur, et là il parle des hommes, non pas des femmes. Pour les hommes de bien, cette crainte doit être plus grande que celle de la mort, et cette réputation doit être même préférée à la vie. De même qu'on ne ressuscite pas les morts, de même la chasteté ne peut être restituée. Ovide avait ce vers à propos de la chasteté. La chasteté maculée ne peut être restituée par aucun art, elle ne meurt qu'une seule fois. C'est ce que Lucrèce, violée par Sextus Tarquinius, fait remarquer à son mari que l'Athénus, demandant d'après la tradition si elle était intacte. Point, répondit-elle. En effet, poursuit-elle en se plaignant, qu'y a-t-il de sauf tandis qu'une femme a perdu sa pureté? On va continuer avec les questions. À votre avis, les biens pouvaient-ils être défendus dans les sociétés européennes au début du XVIIe siècle? Oui. Oui et non. Oui et non, puisque la prémisse, concernant le vol des biens, la prémisse c'est que le voleur, il vient nuitamment prendre un bien illégalement, est venu simplement pour tuer et non pour voler. Par conséquent, la légitime défense n'est pas requise pour la défense de ce bien. Puisque le brigand pourrait être traduit en justice. Je dis donc oui et non, puisqu'il y a quand même une exception, c'est le vol à main armée. Le droit romain postule qu'une personne qui commet un vol avec une arme a systématiquement dans l'idée de tuer, donc il est permis de se défendre et d'exterminer le voleur. Ce qu'on a plus aujourd'hui. Autant de fois qu'il aurait été possible de régler publiquement un contentieux devant le magistrat, autant de fois cela aurait été interdit en privé. Mais là, c'est pareil. Comme pour le non-respect de la proportionnalité, si un homme honnête tue un brigand, même non armé, sa peine sera légèrement remise, voire totalement annulée, puisque l'auteur, Rossella-Glizzo Favorini, rapporte que les échevins avaient coutume de prononcer une simple peine de fustigation en cas d'homicide d'un voleur. Quid du secours à la personne en danger? Comme pour aujourd'hui, la défense est admise pour protéger autrui. C'est du bon sens et c'est même obligatoire selon le principe de charité chrétienne. Mais on a des distinctions et des degrés. Ce n'est pas de manière absolument universelle qu'on est tenu de défendre son prochain. Ces degrés diffèrent selon la religion, le lien de parenté, l'origine ethnique. La pensée traditionnelle n'est pas une pensée égalitariste, ça n'exclut pas la charité. Pour autant, à l'exemple... c'est bon. La piété filiale et le droit de vie et de mort par les géniteurs sur leurs enfants constituent également un cas. Le secours mutuel des époux pour les liens du mariage. Forcément, on est tenu de secourir sa moitié. D'ailleurs, c'est dans les textes sacrés même, les deux ne formeront plus qu'une seule chair à propos des hommes de l'homme et de la femme lorsqu'ils sont mariés. Donc il y a une assimilation à l'inaction et à l'homicide et au suicide. Idem pour les fiancés. Les fiancés aussi sont tenus de se protéger l'un l'autre.
puisque leur serment, le verba de futuro, vaut juridiquement pour un engagement au mariage. Également, la parole donnée et le respect du supérieur pour le vassal, envers son seigneur. Forcément, le vassal est tenu de défendre son seigneur, ou inversement, mais une proportion plus élevée pour le vassal que pour le seigneur. Avec une exception, c'est l'empereur. Le vassal doit défendre son seigneur, sauf contre l'empereur. Ça, c'est une disposition qui est contenue dans le Liber Feodorum de Ramon Calve. Et même du père, finalement, en vertu du lien de piété filiale. On prend des cas extrêmes, mais c'est ça le droit. Oui, le vassal est tenu de défendre son supérieur, même contre son père, contre tout le monde. Là, il y a quand même une limitation. On va faire une distinction, en fait, si le père s'en prend justement au seigneur, ou s'il commet un acte impie. Tout simplement. Dans un premier cas, on ne sera pas tenu d'assister son seigneur. Dans le deuxième, on sera tenu d'assister. Ensuite, qui a le droit de se défendre et contre qui? La défense de soi-même est convenable à tous, absolument tous. Elle est permise pour tout le monde, même l'enfant contre son père, lorsque le père l'attaque de manière injustifiée. La règle est en effet que ce que chacun aura fait pour la protection de son corps dans un cadre d'un péril imminent, on jugera qu'il l'aura fait à bon droit. Face au brigand, naturellement, le droit naturel le veut. Pareil pour un père qui veut tuer son enfant. Le père, étant donné qu'il veut tuer cet enfant et faire fi des liens sacrés qui l'unissent, les liens du sang, il est tenu pour un brigand. On le tient juridiquement pour un brigand, puisque, étant donné qu'il veut tuer son fils, il abolit les liens du sang et il commet un acte extrêmement criminel. L'auteur rajoute que le pouvoir paternel consiste en la piété et non en la cruauté. Et face à un magistrat, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le droit de résister face à un magistrat? Face à un magistrat, il n'y a pas de résistance à opposer, sauf si le magistrat est dans un cadre privé. Le magistrat, en tant qu'il est représentant de l'État, on n'a aucun droit de lui résister lorsqu'il nous attaque. Néanmoins, si ce magistrat agit dans un cadre privé, on peut lui résister à bon droit. Voilà. Bon, voilà, c'était le passage un peu aride juridique. Maintenant, on va parler un peu de pratique. Quelles étaient les conséquences de ces préceptes juridiques dans la pratique? Puisque la défense extrajudiciaire ne sert pas qu'à gagner un procès, il faut déjà surtout survivre à son agression. On va parler en tout premier lieu des conseils que donne Rossella Gizzo Favorin. Cet auteur s'adresse principalement donc à des étudiants dans les universités de droit. C'est un contexte académique ou universitaire. Puis il rapporte dans la pratique que les étudiants, au sein même des académies, se comportaient plutôt comme les Français et employaient des coups de taille. Taille les stocks, tout le monde voit ce que c'est? Ils employaient plutôt des coups de taille à la manière des Français. Et il explique que les autres nobles et les soldats ont eu à la fois la taille et les stocks lors de leur défense. Puisque le coup de taille est rarement mortel sur le coup, les stocks est beaucoup plus sûr. Il y a donc un débat. Faut-il plutôt utiliser la taille ou les stocks lorsqu'on doit se défendre avec une épée? Donc dans les académies, c'est même des règles dans certaines de ces académies, la plupart défendent qu'il faut utiliser uniquement la taille, car elle est moins nocive. Comme tu es impie, il vaut mieux simplement blesser et arrêter l'homme en face plutôt que de le tuer. Faire preuve d'une certaine clémence. Mais l'auteur a mis quand même les choses à plat. Si on doit se défendre, il faut employer les moyens les plus efficaces. Et c'est un péril de mort imminent. L'objectif, c'est de repousser ce péril le plus vite possible, le plus efficacement possible. Donc, dans un contexte, même dans un contexte militaire, à la guerre, le service de l'État dans l'armée impose de tuer l'ennemi. Donc, il est plutôt partisan pour la conjugaison à la fois de la taille et des stocks. Ne pas se priver de tous les moyens qu'on a pour sauver sa vie. L'essentiel de sauver sa vie. Il explique ceci. Je préférerais les stocks dans les strictes limites de la défense juste et d'un péril imminent, en dehors desquels il n'y a que l'assaut et la vengeance qui sont interdits par tout droit. D'une part parce que plus sûr, d'autre part parce que plus favorable. Les stocks est plus sûr puisqu'il est porté à corps protégé et blesse mortellement l'ennemi avant qu'il ne le remarque. Dans la frappe de taille, le bras et le côté droit sont mis à découvert. Et ainsi, on est moins à découvert par les stocks, mais plus à découvert par la taille. Se mettre à découvert, c'est s'exposer à un plus grand danger. Plus favorable, puisque lorsque les stocks est enfoncé et pénètre les parties vitales, il est facilement mortel. La taille, qu'importe l'élan dans lequel elle est lancée, tue peu souvent. Et lorsque les parties vitales sont protégées par des pièces d'armure ou les os,
L'estoc est plus sûr pour obtenir plus facilement la fin du combat, c'est-à-dire la défense et la sécurité de notre personne par l'anéantissement de notre ennemi. On peut faire un parallèle avec certaines personnes qui défendent la thèse pour la défense du domicile d'employer de la gomme cogne avec leur calibre 12. Gomme cogne, c'est très difficilement mortel à part en touchant vraiment certaines parties. Il est beaucoup plus prudent lorsqu'on doit faire usage de la légitime défense de servir une arme qui tue vraiment. On suit la logique de recyclage des sauts favoris. Parce que même encore aujourd'hui, si vous devez invoquer la légitime défense et vous défendre, il faut absolument que le péril soit imminent. Et si le péril est imminent et que vous ne pouvez pas fuir, le but est vraiment de mettre hors jeu l'adversaire le plus rapidement possible. Une gomme cogne, ça te suffit. Pas toujours. Non, on va rester ici. Voilà. Là, on va parler des étudiants et de la défense de soi, qui est l'application réelle pour ces derniers. Avec des techniques issues de traités d'escrime de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Donc les préceptes juridiques posent la condition du péril imminent, de la sacralité de la vie, de la non-postulation de la parité des armes. Et ça se retrouve dans les traités d'escrime contemporains. Donc, non-parité des armes à propos de la pièce numéro 100 du traité de Michael Wundt, qui postule qu'il faut toujours prendre pour soi les meilleures armes et ne pas attendre que l'ennemi les prenne pour lui. Là, il parle d'une situation où deux amis s'échauffent. L'un est très expert du combat, mais dispose d'une rapière et d'une dague. L'autre, un peu moins expert du combat, mais dispose d'une arme à feu. Et il précise qu'il vaudra toujours mieux avoir pour soi les meilleures armes. Donc, l'arme à feu, ne pas hésiter à s'en servir. Toujours dans le même traité, on retrouve la notion de sacralité de la vie dans la pièce qui précède. Je vous lis la traduction. Souvent il arrive que l'autre avec son épée est acculé loin derrière, de sorte qu'il ne se dresse qu'à peine sur son pied. Quand chacun des deux, plein de fureur, est bouillonnant. L'un des deux combattants souvent vacille et tombe à terre. L'autre perce de coups celui qui gît et ne pense pas. Je juge que cela est injuste et que cela est mauvais. Si tu m'entends et que tu arrives dans une telle situation, arrête-toi jusqu'à ce que celui-ci se redresse. Mais s'il persiste à combattre, alors exécute purement ce qui est permis, ce que le droit divin permet. Pour quiconque, une vie est très précieuse et rien de plus important n'a été concédé à l'homme par Dieu. Donc, elle doit être protégée vertueusement pour quiconque. En résumé, l'auteur conseille à ses étudiants de faire preuve de clémence lorsqu'un ennemi est à terre, sauf s'il décide de continuer le combat. Auquel cas, il est permis de le tuer. La probabilité de devoir se servir de ces armes en tant qu'étudiant au début du XVIIe siècle, elle est loin d'être insignifiante si on se fie aux nombreuses mentions qu'on trouve par-ci et par-là, à la fois dans les traités d'escrime, mais aussi dans les matricules des universités. Lors d'attaques nocturnes, Michael Wundt conseille, pour bien s'en tirer en infériorité numérique, ceci. Ceci même arrive fréquemment à un banquet, quand tu te retires et rentres chez toi, une foule folle et ivre attendra sur les routes et attaque les passants. Ainsi, souvent, on apprend des personnes savantes, puisque la vie a été arrachée. La nuit n'est amie de personne et est dangereuse de toutes parts. Toi, prudemment, prends ton épée aiguisée et prends un sac rempli de pierres dures. N'est-il pas vrai que les pierres l'emportent sur de nombreuses lames? Quand tu viens de près, appelé au combat, alors enroule une cape autour de ton bras gauche, afin qu'ensuite ton corps et ta tête soient protégés. Ainsi, tu peux mettre à l'épreuve les arts des ennemis. Cependant, prends garde de ne pas manquer de munitions. Face à une attaque en groupe armé tout seul, il conseille donc de se protéger comme on peut avec son manteau et de lancer des cailloux. Ce qu'on trouve déjà avant dans un traité allemand du XVe siècle. Lancer des cailloux. Ce qui est plutôt amusant. Autre échappatoire, ceci même arrive souvent à de plus nombreuses personnes, à savoir que quelqu'un est attaqué et assurément la nuit, de sorte qu'il tombe dans le péril de sa vie. Pendant que 4 ou 5 viennent faire face, qui en veulent au sang et à l'âme d'un seul. Soit la ruse, soit la beauté généreuse d'une vierge enflamme des ennemis si criminels. Muni de ton épée très aiguisée, avance-toi, et, entouré par la cohorte d'ennemis, lance ton épée aiguisée sur la foule des ennemis.
Cette épée est lancée par chacune des deux mains afin que la blessure en soit plus grande et plus douloureuse. Puis, fuis où tu peux, autant qu'il te sera permis. La nécessité évidente rompt toute situation difficile et la vie doit être libérée par quelque moyen que ce soit. Conseil de bon sens, fuyez. Vous êtes en infériorité numérique. C'est des personnes qui en veulent à votre vie. Autre cas qui peut arriver à des étudiants au début du XVIIe siècle, c'est l'attaque par des sentinelles, reconnaissables ici par l'emploi d'un fléau et de l'armure. Si, t'ayant attaqué avec un fléau de nuit, quelqu'un a dirigé contre toi des frappes dangereuses, ce qui, à l'université, est de coutume, précise l'auteur, quand on revient d'un dîner chez soi, n'est-ce pas? Si par hasard quelqu'un trouve des sentinelles hostiles, alors souvent cet homme inoffensif donne de lourdes rançons. Si cela arrive, et nous savons que c'est déjà arrivé, enroule ton bras gauche, sur ton bras gauche ta cape, et fonds rapidement sur le coup menaçant de ton corps, avec ton corps, afin que le fléau passe outre et vole au-dessus de toi. Si l'occasion se donne ainsi et si la chose est permise, arrache le fléau des mains de l'ennemi de toutes tes forces, afin de pouvoir être prémuni de tout dommage, d'où qu'il vienne. Mais il n'est pas permis d'infliger des blessures à la sentinelle, si celle-ci peut-être ne te presse pas de manière inoffensive. Mais tu déclareras au juge d'abord ton innocence, afin qu'il ne te punisse pas à cause de ceci. En effet, la garde de nuit est beaucoup estimée. Éloigne-toi des cohortes armées, tant que tu le pourras. Alors pourquoi est-ce qu'une sentinelle peut se mettre à attaquer un étudiant de nuit? Déjà le principe du couvre-feu dans certaines villes qui est mis en place. Et d'autre part, les étudiants, comme aujourd'hui, sont assez taquins avec les sentinelles au début du XVIe siècle. Je vais vous montrer des gravures, un cycle de gravures que j'ai trouvé, qui date du tout début du XVIIe siècle également. Un cycle de gravures qui parle de la vie des étudiants. Là, ça, c'est une scène de bisutage pour les nouveaux étudiants. Ils sont assez créatifs. Ah oui, c'est très démonstratif, très éloquent, mais relativement inoffensif. Là, on remarque, je ne sais pas si vous voyez, tout à gauche, une pince avec des dents arrachées. Cette pratique-là, on la retrouvait encore dans les universités allemandes au début du 19e siècle. Ils arrachaient de fausses dents, en fait, en arrachant la dent qui fait mal, ils voulaient symboliser le retrait en fait, de l'ignorance, et ils passent dans la sagesse, en rentrant dans l'université. Toujours pareil, une singerie d'étudiants qui aimait beaucoup à se costumer et à organiser des soirées entre eux. Ça n'a pas changé. C'est amusant, mais surtout, la représentation d'une scène de rixe entre les sentinelles de nuit et les étudiants à Strasbourg. Le texte précise en dessous que les étudiants étaient passablement éméchés et ont commencé à provoquer les sentinelles de nuit. J'ai encore cité un dernier auteur qui a écrit un traité en 1579, Heinrich von Gunterroth, je l'ai traduit ici. Vous pourrez trouver aussi, si vous voulez, la traduction intégrale librement sur Internet. Il explique ceci à propos des arts du combat. Je m'attellerai aussi à cette tâche, d'autant mieux que j'ai reçu l'aide de mon formateur à cet art, le très fidèle Balthazar Cramonius de la Poméranie polonaise, étudiant en médecine et élève de cette Erwarth, non moins reconnu dans cette science même, notamment si, étant venu aux armes, il lui faut combattre. Il possède en effet des fondements de son art si sûrs et certains qu'il n'a jamais redouté quiconque. Il y a 6 mois, il a été blessé de la façon la plus scélérate par les plus méchants vauriens, qui non seulement sont connus de tout droit, mais encore sont malfamés par le fait même en raison de l'exil qui leur a été imposé par arrêt. Il précise plus loin dans le texte que son maître donc avait été attaqué par des bandits et qu'il a laissé sa main droite, de sorte que maintenant il l'enseigne avec sa main gauche. Il poursuit à propos des duels en disant ceci. Quoiqu'aujourd'hui, chez nous chrétiens, à l'intérieur des frontières de l'Empire, les duels ne soient pas autorisés, toutefois l'art du combat est de la plus grande utilité lorsqu'éclatent des rixes, puisque personne ne peut demeurer longuement tranquille qu'aussi longtemps que son voisin le veut, ainsi que le dit un proverbe vernaculaire souvent rebattu. De même pour les provocations, il faut parfois inéluctablement en venir aux armes pour la défense de sa réputation, de son honneur ou de son estime. L'auteur écrit 40 ans avant le traité de Rossella-Guizzo Favoris et a un avis différent à propos de la défense de sa réputation. Enfin, cet art est utile en toutes circonstances du moment qu'on en abuse point et qu'on l'applique seulement à la légitime défense.
Voilà, j'ai oublié de le préciser au début. Là, je vous ai surtout parlé des contextes universitaires allemands, mais pour le droit romain, les conclusions tirées par Rossella Aglizzo Favorini dans son traité valent aussi pour les pays de droit écrit en France et partout en Europe de manière générale. En tout cas, c'est les raisons qui peuvent être tenues devant un tribunal lors d'un procès. Bon, en guise de conclusion, tout ce qu'on a vu de cet exposé, c'est que les termes entre hier et aujourd'hui à propos de la défense de soi ont changé, mais les notions en fait sont extrêmement similaires. En tout cas, sur son aspect juridique, la notion de légitime défense il y a 4 siècles aujourd'hui sont quasiment exactement les mêmes. Les limitations sont très similaires. Il y a toutefois une différence notable qui réside dans l'acception des termes de l'application abusive d'une clémence, d'une clémence mal placée. Il y a 4 siècles, la clémence allait aux agressés. Aujourd'hui, on a tendance à voir qu'elle va plutôt aux agresseurs. Et c'est là la principale différence entre les jugements pour légitime défense d'aujourd'hui et ceux d'hier. Et si généralement j'entends souvent, parmi les papis chasseurs que je côtoie ou d'autres personnes, j'entends souvent vraiment des gens qui ont envie de coller un coup de 12 pour une personne qui commet une effraction chez soi, ce n'est pas tant parce que le voleur vole, mais c'est parce qu'on a la quasi-certitude que le voleur ne prendra pas une peine à la mesure de son délit. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Au XVIIe siècle, les voleurs, même les petits voleurs, sont généralement bastonnés et en cas de multirécidive, mutilés, voire pendus. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus. L'objectif, en tout cas, en ce qui concerne la légitime défense, il faut garder à l'esprit que c'est la survie, vraiment la survie de la conservation de sa propre vie, tout en conservant une forme d'esprit de justice pour ne pas excéder la mesure qui pourrait vous rendre coupable pénalement. C'est même d'ailleurs une des causes du mal-être général vis-à-vis de la justice française aujourd'hui. Ce n'est pas la loi qui en elle-même est mal faite, c'est l'application par les magistrats qui est complètement à côté de la plaque. Et là, je vais conclure avec une citation de Quintilien dans son Institution oratoire. C'est s'il n'est pas permis d'exiger le châtiment pour les peines, il s'en faut pour les châtiments pour les crimes, il s'en faut de peu que ces derniers soient ici. C'est terminé. Merci beaucoup pour votre attention.